Bonjour à tous. Nous sommes mardi. C'est la deuxième édition de la revue des grandes unes de la semaine avec déjà la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et les autres personnes de l'actualité. La nouvelle expression parle de municipales et législatives. Un conflit de génération déchire le RDPC. C'est le grand titre du journal ce matin. L'intention de renouveler considérablement les candidats du parti au pouvoir avait déjà été donnée par Paul Biya dans sa circulaire. Mais sur le terrain, la réalité est dure, avec une résistance farouche des vieux. Alors, revue des troupes, c'est à découvrir dans le journal en page 3. Le journal parle également des mémoires collectives avec l'histoire du Cameroun par les Camerounais, racontée par les Camerounais. C'est d'ailleurs l'impressionnant travail de recherche effectué depuis 38 ans auprès des vieillards âgés entre 90 et 110 ans, à travers notamment le Cameroun par la Fondation Afrique Avenir. C'est ce qu'on découvre en page 4. Le journal s'intéresse aussi à l'hôpital à Quintini, le personnel en grève, donc très remonté par leur tutelle. Ils ont décidé d'exprimer leur mécontentement. À l'origine donc, le manque d'équité dans la répartition des primes et des quotes-parts, les humiliations et même les menaces et les intimidations répétées, le manque de matériel, etc. Tout cela contenu en page 2 du journal. Le journal parle également de l'insuffisance cardiaque, médecins et étudiants préoccupés. Un symposium scientifique sur ce grave fléau s'est tenu à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. C'était en fin de semaine dernière. C'est également à découvrir dans le même journal, disponible en kiosque ce matin. Le Messager pour sa part parle d'Union et Mfumu, cette localité où on parle d'une odeur de détournement au sein du RDPC. Le président de section accusé d'avoir croqué 28 millions de francs CFA, représentant donc les fonds débloqués pour la réhabilitation de la maison du parti d'Akonolinga. C'est en page 3. Le journal parle également des élections couplées 2020, les disparités de la cartographie politique à lire en page 3. On parle aussi du climat des affaires avec la mort programmée des entreprises citoyennes. En plus de la croissance économique en baisse, le secteur privé se plaint donc du harcèlement fiscal. C'est ce qu'on découvre en page 5 du numéro disponible en kiosque ce matin. Et toujours en kiosque, on va retrouver le journal Émergence qui parle d'éviction du Cameroun, de la Goa. Le régime de Yaoundé cède donc à la panique. C'est le grand titre. À lire également en page 5. On parle aussi des candidatures. Le RDPC ouvre un boulevard aux femmes. C'est le journal qui précise également ce matin. Tout cela contenu dans le journal Émergence. Toujours dans la presse, on va retrouver le journal Tribune d'Afrique qui s'intéresse au terminal à conteneurs de Douala pour Bonabéry. Alors le consortium MMSC a-t-il menti? C'est une question que se pose le journal ce matin, mais à la lueur où vont les choses, on peut découvrir la suite également dans le dossier proposé par le numéro ce matin de la page 6 à la page 7 et lire également l'éditorial de Faustin Djikam dans le journal Tribune d'Afrique de ce matin qui parle aussi de la 48e assise de l'Union de la presse francophone, le journalisme d'émotion et d'information en débat à Yaoundé. C'est le journal qui propose également toutes ces informations. Je vous invite à lire et à faire lire aussi. Le journal Forum Libre s'intéresse également aux investitures dans le RDPC. Ces barons que Biya pousse donc à la retraite. C'est le dossier proposé par le journal. Le journal parle également d'autres actions également qui sont menées et aussi d'autres traitements, d'autres informations contenues dans le journal, le numéro de ce matin. Le journal Mutation parle justement du Nord-Ouest. Un jour à Balikumbat, c'est le grand titre du journal pour parler de ce reportage qui a été mené au cœur des affrontements entre l'armée et les séparatistes. C'est en page 5. Le même journal parle aussi des législatives et municipales dans le journal. Donc le chemin de croix des postulants. C'est le journal qui propose, tout comme le quotidien Le Jour qui parle de manœuvres. Pourquoi Mamadou Mota est maintenu en prison? Les avocats du premier vice-président du MRC, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, affirment d'ailleurs et qu'il jouit encore du droit d'être donc candidat aux élections annoncées. Tout cela dans le dossier proposé par le numéro de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la suspension du Cameroun de la Goa. René Emmanuel Sadi répond donc à Donald Trump. C'est l'intégralité même de la déclaration du ministre de la Communication à lire dans le journal le quotidien Le Jour de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie parle également d'évaluation avec les chiffres alarmants de l'exploitation illégale des forêts de 2004 à 2018. C'est dans le journal disponible. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à lire, tout comme Cameroun Tribune qui est en kiosque qui s'intéresse à la politique parlant des législatives et municipales
municipales 2020. L'épreuve de la constitution des dossiers à découvrir dans le dossier ce matin, de la page 8 à la page 9. Le journal s'intéresse aussi à la suspension du Cameroun de la Goa avec l'apparition et notamment la déclaration du ministre de la Communication. C'est dans le journal Cameroun Tribune et d'autres informations aussi. Info Matin s'intéresse au législatif 2020. Kavaye Gézibril accuse d'un côté de complot. C'est ce que le journal propose. Et le même journal parle également de ce scandale à Bomban dans la région de l'Est Cameroun. La juge d'instruction de ce tribunal libère un criminel. C'est le journal qui propose. Donc, c'est un criminel âgé de 55 ans. C'est le journal qui le dit également ce matin. Je vous invite à lire d'ailleurs l'article aussi. La météo parle de Yaoundé où 3 jeunes filles ont été enlevées également. Les noms sont proposés par le numéro de ce matin. Et d'autres informations à découvrir dans le journal. Voilà ce que la presse propose ce deuxième jour de la semaine. Sur ce plateau avec nous, Donald Brice Kamgan, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à nos téléspectateurs. Ravi d'être là comme tous les mardis. Nous espérons être à la hauteur de leurs attentes. Alors, les téléspectateurs vous attendent justement. Ils attendent aussi les commentaires. Bonjour Camille Lélé. Flavien Vallon-Nongo, bonjour. Bonjour Donald Brice-Camgan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'ai une pensée particulièrement émue ce matin à l'endroit de Madame Guerre, dont on vient d'amputer la deuxième jambe. Cette grande artiste de la musique camerounaise à qui je souhaite beaucoup de courage parce qu'à ce stade-là, il ne faut plus que de courage pour vivre. Mais par contre, j'ai aussi une préoccupation majeure, c'est que hier, le Messager a fêté ses 40 ans d'existence. Ce journal aujourd'hui mythique de la presse camerounaise a 40 ans, il y a eu 40 ans hier, mais j'ai été un peu surpris qu'on ait fait l'impasse sur Edouard King, journaliste au Messager depuis le premier jour et journaliste au Messager encore aujourd'hui, 40 ans après. Monsieur Edouard King a été le premier directeur adjoint du Messager. C'est-à-dire qu'au moment où Pius Ndiaye décide d'aller créer le Messager en 1979, il part à Bafoussam avec Edouard King. Ils étaient deux à partir. Mais seulement, étant à Bafoussam, il recevait des articles de beaucoup de personnes, comme Ouja le Prince et beaucoup d'autres. Mais ils sont restés à Bafoussam pendant un certain temps. Après, ils sont revenus à Douala. L'histoire du Cameroun a été racontée par un jeune qui lui-même n'est arrivé au Messager qu'une vingtaine d'années peut-être plus tard. Mais seulement, je pense que il a été injuste qu'on ne parle pas suffisamment d'Edouard King qui a sacrifié 15 ans de sa vie à Bafoussam, uniquement pour l'amour du Messager, et qui est toujours aujourd'hui, mais qui n'est que collaborateur extérieur, certainement rétribué à la PIJ. Mais Edouard King a été le premier directeur adjoint du Messager, et je peux le dire en toute franchise, en toute connaissance de cause, parce que c'est moi qui ai donné Edouard King à PIJ au moment où il part de Douala Express, parce qu'on n'a jamais parlé suffisamment de sa trajectoire. Il a commencé par la Gazette, où il a été reporter, ensuite à Douala Express, et ensuite de Douala Express, il a fondé le Messager à Bafoussam. Moi, je pense que quand on veut raconter l'histoire d'un journal comme celui-ci, il faut quand même éclairer le public sur. Camille Lélé, je voudrais vous couper, et je l'ai fait déjà. Alors, Edouard King est dans le Messager. On ne peut pas être, pour parler comme les autres, ne peut pas être dans l'eau et avoir soif. Alors, il peut lui-même prendre un article qui relate la vie de Le Messager et faire publier tout ça. C'est aussi facile dans le même Messager. Non, moi je pense que c'est le Messager qui aurait dû le citer. Qui peut parler de lui mieux que lui-même? Oui, mais moi je parle. Alors, il est dans le Messager, donc je parle. Dire un peu celui qui a parlé de Le Messager et qui n'est arrivé qu'il y a été le premier directeur. Oui, mais c'est pas un problème. Dans le numéro 1. Camille, on peut parler de lui, il peut parler de lui-même, il est dans Le Messager. Ce n'est pas une polémique que je voulais, mais moi je pense que je voulais juste redresser un petit manquement. Oh, bon, je pense que la tribune dont parle Camille a été publiée par Souley Onoyolo, qui n'est pas aussi jeune que cela. Camille, il est arrivé 20 ans après. Il est arrivé 20 ans après, je l'ai dit. Qui n'est pas aussi jeune que cela. En plus, je pense qu'il a publié cette tribune que j'ai eu l'occasion de lire à titre personnel, me semble. À titre personnel. Non, c'est dans le cadre. Pas au titre du journal. Non, c'est dans le journal et dans le cadre des 40 ans du Messager. D'accord. Tout de même. Alors, King, comme on l'appelle vulgairement, pourrait également faire la même chose. L'anniversaire s'étale durant l'année, bien sûr. Ce serait une sorte de comment est-ce qu'on appelle ça là, de l'autoflagellation, quoi? Non, je n'arrive pas à trouver le mot juste. Bon, je pense que cette tribune est assez fidèle. Hein. Le Messager, je crois, est à la croisée des chemins. Il a le défi que rencontrent la plupart des tabloïds au Cameroun et dans le monde, le défi de résistance face à la montée en puissance du numérique, mais également le défi de la constance sur sa ligne éditoriale originelle. Chaque temps se questionner, est-ce que nous sommes fidèles vis-à-vis de nos idées? Je pense que le Messager a une ligne éditoriale qui est connue tous. Est-ce qu'il y a
la constance qu'on attendrait d'un grand journal comme celui-là. Est-ce que les auditeurs, les lecteurs sont restés fidèles? C'est aussi des questions qu'il faut se poser à l'occasion d'un anniversaire comme celui-là. Alors, on retient que le messager reste quand même, il reste vivant, il reste debout. Absolument. Et l'engagement de la nouvelle équipe a été également lu dans le même numéro avec d'hier. François Chanon, qui est depuis 2 ans. Conserver le patrimoine comme il a trouvé et impulsé également par le personnel qui est là présent. Donc c'est un anniversaire, on sait ce que l'anniversaire peut coûter à un journal ou à un être humain. De toute façon, ça reste un moment important pour ce journal aussi, tout comme la nouvelle expression qui fêtera bien entendu son anniversaire bientôt. Donc on verra bien. Alors donc dans la presse également on parle de politique puisque nous sommes dans la phase du double scrutin pratiquement il y a quelques mois, 2 mois de cela, 2 mois et demi, la nouvelle expression qui parle de ce conflit de génération qui déchire le RDPC aujourd'hui. On voit bien que plusieurs tabloïds sont revenus là-dessus pour implémenter justement cette circulaire du président national. Oui, je pense que le RDPC est à la croisée des chemins. Dans la circulaire qui a été rendue publique par le président national, il y a une volonté exprimée de façon claire de renouvellement de la classe dirigeante du parti, en tout cas des énergies, avec ce qu'ils appelaient l'émergence, favoriser l'émergence de nouvelles figures, indiquant notamment que les jeunes de moins de 34-35 ans devraient être promus. Est-ce que ceux qui tiennent aujourd'hui le perchoir de la formation politique à l'Assemblée nationale et au Sénat et dans d'autres instances du parti et qui ont un certain âge, pour ne pas en dire plus, sont prêts à laisser le lest? Il me semble que jusqu'à présent, on voit une certaine volonté de conservatisme. La jeune génération qui a hâte de prendre les affaires, de prendre les choses en main, regarde certainement ces orientations données par le président national, par les instances dirigeantes du parti avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, mais il reste que entre ce qui est affirmé et ce qui sera fait sur le terrain, il y a parfois un océan. En tout cas, on attend de voir. Le RDPC souffre également de ce directoire qui ne se rajeunit pas, qui ne s'adapte pas aux évolutions de son temps pour pouvoir résister au vent qui souffle pas toujours en sa faveur. Alors, aujourd'hui, difficile, c'est le journal qui précise d'ailleurs l'intention de renouveler considérablement les candidats du parti au pouvoir avait déjà été donnée par Paul Biya dans sa circulaire, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les doyens ne veulent pas laisser la jeunesse. Vous connaissez l'opiniâtreté des vieux à conserver leur place, sans tenir compte des jeunes qui doivent être là, non seulement pour redonner une nouvelle flamme, mais seulement pour faire avancer les choses. Bon, je pense que cette fois-ci, avec l'adhésion affirmée, et maintenant, parce qu'avec cette circulaire, le président de la République affirme donc sa détermination à voir les choses changer, à voir les choses bouger. Ce n'est que de bonne guerre dans un environnement politique qui est de plus en plus assailli par de jeunes énergies dans les autres partis de l'opposition. Il était tout à fait normal qu'il demande de la RDPC de changer un peu, de faire bouger, de faire monter, procéder à l'assertion des vieux et d'écarter tranquillement les plus anciens. Alors, ça peut rester sur du papier, mais sur le terrain, ça ne va pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que... la preuve, je vous donne la une d'un journal, c'est Info Matin, qui parle de Kavaye Yegui Djibril, qui accuse Jean Coueté de complot. Parce que Jean Coueté a insisté également sur cette circulaire et il estime qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal de chasser les meilleurs amis, les proches du président national qui sont avec lui depuis des années. De toute façon, quand on est député depuis 1971 et président de l'Assemblée nationale depuis 28 ans, moi je pense qu'on devrait même comprendre que j'ai aussi donné ma part, je peux partir. Alors si quelqu'un comme lui estime que il faut chercher d'autres énergies, de nouvelles énergies, que lui qui a fait plusieurs mandats, il faut qu'il aille se reposer, qu'il estime que c'est un complot. Moi, je ne sais pas si lui-même aime et le RDPC et le président Biya qui dit servir, parce que c'est à ce niveau que se situe le débat. Mais le débat, moi, j'étais en train de dire que le président Biya a compris l'enjeu qu'il y a aujourd'hui de renouveler les énergies, de donner la possibilité à des plus jeunes, à des plus forts. Ces classiques sont installés assez depuis longtemps et c'est ce qui fait du RDPC, ce qui donne du RDPC l'image d'un parti
monolithique, d'un parti vieillot, d'un parti qui ne bouge pas. Moi, je pense qu'il était tout à fait normal qu'il y ait une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique aujourd'hui, cette circulaire du chef de l'État a boosté les jeunes. Il faut voir comment les jeunes bougent. Il faut voir comment les jeunes s'organisent aujourd'hui pour entrer soit dans les listes des municipales, soit pour aller briguer des sièges de députés. Et encore que dans sa circulaire, le président de la République a bien dit que le député qui a déjà fait 3 mandats à 3 à la retraite parlementaire et qu'il dégage le plancher. Moi, je pense que ça donne la possibilité aux jeunes de monter et ce n'est pas un complot, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait opportun et ce n'est que tout bénéfice pour le RDPC qui, normalement, je vous l'ai dit, sait très bien qu'en face, il y a tellement d'énergie jeune qui bouge et se bouge dans l'opposition que ce ne peut être que bon pour lui. Voilà. Donc, si on s'en tient au titre de Info Matin ce matin, Donald Brice Kamgam, on peut comprendre que Kaba-Yégué Djibril aurait certainement oublié la grande rencontre au cours de laquelle les militants du RDPC sont sortis pour décrier eux-mêmes la vie du parti et même de leur région. Ils sont sortis, ils disent qu'ils ont compté quand même dans le septentrion le nombre de membres du gouvernement, ministres de l'éducation de base de cette région qui manque de salles de classe, qui manque d'écoles capables d'accueillir les élèves, qui connaît les inondations. Le reportage est passé sur Equinox Télévision, vous avez suivi. Oui, je pense que le défi de renouvellement de la classe dirigeante du RDPC, me semble-t-il, en raison de la configuration de l'espace politique au Cameroun, la question du rajeunissement de cette classe politique-là est indissociable du bilan du renouveau. Vous savez qu'il est difficile de faire une différenciation entre l'État et le RDPC. Donc, lorsque vous parlez du bilan du RDPC, des logiciels de fonctionnement du RDPC, vous faites directement allusion à la marche de l'État, des institutions et du bilan, forcément, du renouveau. Effectivement, lorsqu'on est président de l'Assemblée nationale depuis plus de 25 ans, comme disait Camille tout à l'heure, et que à Tokombéré, dans son arrondissement, les gens n'ont pas toujours accès à l'eau potable, les hôpitaux ne sont pas toujours équipés en plateau technique. Évidemment qu'on n'est pas présent à l'Assemblée nationale pour sa région, mais pour sa localité, mais dans tous les pays du monde, les élites contribuent de façon décisive au développement de leur localité. Quoi qu'il en soit, est-ce que les classiques d'un certain âge du parti au pouvoir, qui sont à des postes de responsabilité et qui n'ont pas toujours un bilan défendable, vont passer la main? Il me semble que c'est demander au RDPC d'effectuer une sorte de révolution, et les partis proches du pouvoir, notamment les partis qui fonctionnent comme le RDPC. Il y a ce qu'on appelle dans le RDPC la discipline du parti. Voilà. Il faut respecter les décisions qui viennent du haut. Il faut peut-être respecter les décisions qui viennent du haut, mais moi je pense que la circulaire du chef de l'État va énormément changer beaucoup de choses. Les populations demandent autre chose que ce vieux personnel politique qui ne fait rien et qui ne fait pas avancer la région. Regardez par exemple dans la Damawa, dans le département du Mbéré, où un jeune député Mokhtar Amadama, depuis plusieurs années, il s'occupe à construire des hôpitaux, à s'occuper des populations, à construire comment on appelle ça, des forages, à venir en aide directement aux populations, mais pourtant ce n'est pas un politique, ce n'est pas quelqu'un qui... il est déjà député, donc il est député... Il aurait dû le faire avant d'être député, on comprendrait que... Non, je dis il est député, comment dire, adjoint, il est député suppléant, je veux dire, il est député suppléant, mais c'est un homme d'affaires. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de jeunes hommes d'affaires qui mettent leurs moyens. Un député suppléant n'a rien de l'Assemblée nationale, mais il met des moyens pour le bien-être des populations. Et d'ailleurs, la presse en parle tous les jours. Et il y en a beaucoup d'autres dans le nord et dans l'extrême nord. Mais quand on s'étonne que, justement, dans l'extrême nord, dans le maillot Moscota, par exemple, les gens fuient les villages entiers, les gens n'ont pas d'eau, les gens n'ont pas d'hôpitaux, les enfants sont assis par terre. Vous avez oublié l'Est? Ah, mais laisse alors. Non, on en est encore avec à l'extrême nord, avec le président de l'Assemblée nationale, qui lui a le pouvoir d'interpeller avec beaucoup plus de force le gouvernement, parce que lui, Donald Brice dit tout à l'heure que oui, le RDPC est le gouvernement, mais lui, étant le président de l'Assemblée nationale, étant député du RDPC, il peut interpeller en disant regardez ce qui se passe chez moi. Donc c'est pour ça que c'est ce nouveau personnel jeune. Et moi, quand je vous parle de Mokhtar Madama, c'est parce que voilà quelqu'un qui, sans les moyens du RDPC,
contribuent, et ils sont nombreux, qui contribuent au bien de leur village, au bien-être de leur village. C'est pour ça que ce nouveau personnel ne doit pas forcément sortir de l'administration, mais doit démontrer son attachement au bien-être des populations. En tout cas, on verra bien ce que ça va donner. La circulaire est là, tout le monde lit cette circulaire, notamment les caciques du RDPC. Maintenant, nous sommes dans la phase de l'applicabilité même de cette circulaire. Et c'est là toute la grande question, Flavien. Voyez-vous, le RDPC, il me semble que c'est un parti d'élite au plan opérationnel, hein, malgré tout ce que le parti affirme au plan officiel, c'est un parti de masse et tout. Le comité central a une fois de plus été désigné. Le comité central, je veux dire, le directoire du parti avec ses membres du bureau politique, membres des délégations régionales permanentes ont été une fois de plus désignés. C'est à eux qu'on a une fois de plus confié l'opération des investitures. On se souvient qu'en 2013, ça avait créé beaucoup d'éclats de voix. La première chose aurait été de donner la possibilité à la base de choisir les candidats et d'arbitrer au sommet de la formation politique. Donc, une fois de plus, les délégations ont été... les délégations sont parties de Yaoundé dans les hautes instances du parti. Ceux qui sont membres du bureau politique, membres du comité central, iront coordonner les opérations au niveau local. D'accord. Ça a souvent créé des frustrations. Je pense que si, pour rester conforme à l'esprit de cette circulaire, on aurait pu laisser la possibilité à ces jeunes qui sont à la base, dans les cellules, dans les comités de base, de choisir qui les représenterait de façon valable aux législatives et aux municipales. Alors, s'il faut respecter la discipline du parti, on ne devrait pas arriver à avoir des titres comme celui de la nouvelle expression. Un conflit de génération déchire le RDPC. Chacun devrait prendre sa place et dire, bon, ok, j'ai atteint un certain âge et que j'ai passé beaucoup de temps à la tête, par exemple, je suis député depuis 2-3 mandats, je laisse la place calmement à la jeunesse, mais ça ne se fait pas, de toute façon. Alors, il y a le messager qui parle d'élection du doublé, en tout cas, couplé, 2020, avec les disparités même au niveau de la carte, de la cartographie politique. Oui, ces disparités-là ne datent pas d'aujourd'hui. Et moi, je pense que tous ces partis qui ont accepté de participer à ces élections savent très bien que voilà comment ça se passe. Il aurait fallu d'abord que l'on procédât à un recensement depuis très très longtemps pour qu'on puisse maintenant revoir le nombre de députés à pouvoir dans les arrondissements, dans les départements et tout cela. Donc, il y a cette espèce de mauvais casting qui fait que les gens ont accepté. Vous ne pouvez pas me dire par exemple que une région, je prends un exemple simple comme ça, une région de 1 million d'habitants se retrouve avec plus de députés qu'une autre région qui en a 3 ou 4 millions. Ça se dit, c'est connu. Donc, il aurait fallu qu'on procède d'abord à une sorte de révision de la carte électorale et du code électoral. Malheureusement, rien n'a changé, mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est non seulement le nombre de nouveaux partis et le nombre de partis de plus en plus renforcés qui vont à l'assaut des sièges aujourd'hui. Quand moi je regarde par exemple la région du Nord, je verrai que je peux dire que les vieux partis installés, c'est-à-dire qu'en dehors du RDPC, de l'UNDP et du FSN, bref, tous les vieux partis, il y a de nouveaux partis qui sont en train de naître et de monter, mais avec des jeunes qui en veulent et qui sont partis de ces partis pour aller créer de nouveaux partis et qui veulent absolument monter au créneau. Je pense par exemple à l'ANC de Boubakari Ousmane Mey. Je pense par exemple à d'autres partis qui sont jeunes, qui sont en train de monter, mais qui ont un électorat tellement audacieux et tellement déterminé à aller à l'encontre du RDPC que on peut comprendre que effectivement le RDPC ait choisi de changer aussi d'équipe. Donc aujourd'hui le RDPC je pense qu'il a vu le danger, il essaie de colmater les brèches. Et maintenant, les jeunes aussi qui arrivent, qui attendaient impatiemment, moi je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour être à la hauteur. Oui, Donald Bustamga, on parle ici de cette disparité, en tout cas de la cartographie politique, parce que déjà, le recensement général de la population n'a pas, c'est depuis 2005, qu'on connaît exactement, ou 2010 de toute façon, le nombre d'habitants, mais entre-temps il y a eu de nouvelles personnes, de nouvelles naissances et autres délocalisations également. Ça crée également des difficultés à donner le nombre de députés par localité, par département, par région et autres. Ça devient également un autre souci et raison pour laquelle le journal évoque encore le cas ce matin.
Oui, je pense que sur cette question, il y a deux problèmes. Il y a une injustice sociale et une injustice politique. Une injustice sociale parce que si vous avez une région comme le littoral a 19 députés, alors qu'une région comme le sud a 11 députés. Le département, je prends un exemple au hasard, par exemple dans le sud, je crois, à 5 députés, avec 170 000 habitants par là, alors que la MIFI, à l'ouest par exemple, qui a 300 000 habitants, a, je crois, 2 députés. Vous pouvez prendre la Damawa qui a 884 000 habitants et qui a 10 députés, et le sud, par exemple, qui a 634 000 habitants et qui a 11 députés. Ou encore l'Est, par exemple, qui a 777 000 habitants et 11 députés. Il y a une injustice sociale parce que vous pensez que l'Est a aujourd'hui 711 000 habitants? Voilà, je parle des statistiques officielles. On reviendra sur l'actualisation de cette donnée-là plus tard. Donc, au plan social, il y a une injustice. Maintenant, au plan politique, il me semble que le découpage est fait par le président de la République qui prend un texte à cet effet. Ça tient compte effectivement d'un certain nombre de calculs politiques qui ressurgissent à l'occasion des élections locales, municipales et législatives. Mais je pense qu'au-delà des calculs politiciens des uns et des autres, on ne peut pas avoir aujourd'hui une population. Vous parlez tout à l'heure du recensement de 2005, dont les résultats ont été connus en 2010. Qui parle d'un peu plus de 20 millions d'habitants, alors qu'aujourd'hui, le Cameroun, logiquement, tous les démographes sérieux sur la question vous disent que nous sommes aujourd'hui autour de, au bas mot, 25 millions. Au-delà de 30 millions. À peu près. Donc, est-ce qu'avec 180 députés, on peut, de façon efficiente, prendre en charge, adresser de façon efficace les questions d'accès à l'eau potable, d'électricité, de routes, d'hôpitaux auxquels font face les populations? Il me semble qu'il faut revoir la hausse du nombre de députés à l'Assemblée nationale, mais la question ne se limite pas tout simplement à une augmentation du nombre de députés. Il y a un mécanisme de contrôle qu'il faut pouvoir mettre en place. Comment est-ce que les députés gèrent les fameux micro-projets? Est-ce qu'on contrôle? Qu'est-ce qu'ils font avec ces millions qu'on leur alloue chaque année? Est-ce qu'ils ne se tapent pas seulement de belles voitures et de belles maisons avec tout ça? Donc, c'est aussi la question de gouvernance qu'il faut pouvoir dresser dans toutes ces questions. D'accord. Alors, lorsqu'on a fini de dire ça, on a fait le tour quand même de cette question et on va retrouver il y a le journal le quotidien Le Jour de ce matin qui a sa grande une, pourquoi Mamadou Mota est maintenu en prison. On parle par exemple de manœuvre aussi. Mamadou Mota, la question est cette: Mamadou Mota est maintenu en prison parce qu'il est sous le coup des poursuites engagées contre les responsables de la mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. C'est tout simple. Mamadou Mota, s'il est en prison aujourd'hui, ce n'est plus dans le cadre des marches du MRC, mais c'est parce que pendant qu'il était en prison et au moment où ces mutineries ont éclaté, des enquêteurs et ceux qui ont ouvert la procédure ont estimé qu'il a fait partie de ceux qui avaient animé et certainement animé la mutinerie. C'est pour cela qu'il est en prison. Et moi, je pense qu'on n'a qu'à attendre le déroulement. Bon, maintenant, si ces avocats estiment qu'il a le droit de pouvoir postuler à un poste de député ou de maire, bien qu'étant en prison, ça, nous sommes en plein juridisme. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il est détenu dans le cadre d'une affaire qui est pendante devant les tribunaux. Moi, je ne vois pas pourquoi nous allons nous poser des questions. Mais les avocats, eux, ils estiment effectivement qu'en tant que militant d'un parti qui avait déjà l'intention de pouvoir s'engager, ils veulent peut-être lui donner, mais ils n'ont qu'à lui chercher une mise en liberté provisoire en attendant la fin de la procédure. Mais il est en prison, pas parce qu'il s'appelle Mamadou Mota, mais parce qu'il répond des faits du cadre, des faits d'une affaire qui est pendante devant les tribunaux, c'est tout. Alors, Donald Biscango, en 30 secondes, on va sortir de l'émission. Les avocats estiment que le premier vice-président national a toutes les chances d'être candidat, soit à la députation, soit au municipal. Oui, je commence par là. Au plan légal, purement, il me semble qu'il a été condamné par le tribunal militaire, je ne me trompe pas, 2 ans de prison. Les avocats ont été appelés devant la cour d'appel du centre qui a la possibilité d'annuler cette peine et de dire que c'était injustement qu'il a été condamné. Première chose. Deuxième chose, au plan politique purement, j'ai appris lorsque les poursuites avaient été arrêtées contre les militants du MRC qui avaient été arrêtés que
ces personnes avaient été arrêtées parce qu'ils avaient contesté les résultats de la présidentielle. Oh, que c'est un scandale, parce que c'est grave en démocratie que d'arrêter les gens parce qu'ils ont contesté les résultats de l'élection présidentielle. Vous voyez que tout part de là. Ils ont été arrêtés lors des marches de juin 2019 à Yaoundé, tout simplement parce qu'ils disent qu'il y a eu des fraudes et que la guerre doit cesser dans le nord-ouest et le sud-ouest, que les gens ont gaspillé de l'argent autour de la Coupe d'Afrique des Nations. En démocratie, c'est même l'essence de la démocratie que de contester le pouvoir qui est en place. Et donc, si le pouvoir lui-même reconnaît qu'il vous a arrêté parce que vous avez contesté tout simplement le résultat de la présidentielle, il me semble qu'au plan politique, démocratique, c'est inélégant. D'accord, merci. Nous laissons le soin au lecteur d'aller découvrir ce que la presse propose ce matin, puisqu'elle est disponible en kiosque. Alors, demain, ce sera la 3e édition de la semaine, la revue des grandes unes. Je vous souhaite une très bonne journée, Camille Nilé, et à vous également, Donald Biscamgra. Et à nos chers téléspectateurs, allez, à très bientôt sur les antennes.